coccinelle cabossée. Ouais. Tu veux savoir comment j'ai fait? Je vais te le dire. Il tourne en boucle. Ils font le tour du bloc et ils repassent. Ils font ça sans arrêt. Ils tournent en rond toute la journée. Sans arrêt, ils tournent. Salut à tous, c'est l'écran fou, et ça y est, c'est le cœur serré fort que l'on se retrouve pour le dernier épisode de notre série préférée, Les Anneaux de Pouvoir. Et dire qu'après ça, il va falloir attendre 2 ans pour la saison 2. 2 ans, vous vous rendez compte? Mais comment on va faire? Parce que oui, c'était vraiment passionnant de bout en bout, alors pas pour ses qualités évidemment, mais au contraire passionnant de par sa nullité absolue et l'empressement de savoir s'ils sont capables de faire pire à chaque nouvel épisode. Et oui, c'est vrai, j'évoque la saison 2 parce que le tournage a déjà débuté, ce que je trouve d'autant plus amusant à l'idée que Amazon a tellement confiance en ce qu'il fait qu'il cherche même pas à prendre le temps de digérer la première salve et prendre en compte les retours des spectateurs, ce qui me paraîtrait quand même assez essentiel quand t'as un petit peu cassé la tirelire pour une telle franchise avec le plus gros budget de l'histoire des séries jamais fourni, en plus d'avoir investi 250 millions de dollars dans les droits d'exploitation. Et donc que les enjeux sont quand même assez énormes, ne serait-ce que financiers. Mais je sais pas, je dois pas être assez intelligent pour comprendre les subtilités de cette stratégie, donc... Bref, alors rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on retrouvait le village du sud qui s'était pris une éruption volcanique totalement cataclysmique, où tout avait cramé, donnant ainsi naissance au Mordor. L'air que l'on y respire n'est que vapeur empoisonnée. Oh, arrête Boromir, arrête de faire ta fiotte. Moi j'ai vu un épisode 7 des Anneaux de Pouvoir qui prouve que le Mordor c'est complètement sain. Oui, parce que nos héros, malgré une tentative de nous faire croire qu'ils étaient en grande partie morts hors champ alors qu'il faut tenir 5 saisons, en fait, ils ont tous survécu à cette catastrophe grâce à leurs armures faites en peau de rien à foutre, parce que tu comprends, des boules de plasma en fusion, une vague de flammes de 200 km/h digne de l'enfer, ou même une atmosphère de cendres qui t'asphyxierait n'importe qui en même pas 2 minutes. Tout ça c'est quand même très surfait, donc... Ah si, pardon. Il y en a quand même un qui est mort, de la manière la plus con qui soit d'ailleurs, c'est Isildur. Quoi? Vous dites? Que sa mort sert un prétexte pour créer un méga twist avec son retour? Tu m'étonnes, qui pourrait s'attendre à ce que Isildur ait survécu quand on sait d'avance que d'ici quelques temps, il coupera les doigts de Sauron et mettra temporairement fin à son règne de terreur? Et donc sur 1 heure, on a suivi le retour de ces personnages jusqu'au camp de base, et c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire dessus. Si ce n'est que la reine Myriel a décidé quant à elle qu'il était temps de retourner à Numénor, Myriel qui maintenant qu'elle est aveugle a oublié que sa cité est un putain de labyrinthe truffé d'escaliers et de piliers, le tout en promettant de revenir avec cette fois une vraie armée, parce que effectivement, pour une guerre qui a presque coûté 250 millions de dollars à l'écran, ça puait quand même sacrément la fauche. Mais comme l'épisode n'était pas suffisamment chiant comme ça, on retrouvait aussi les pieds pourris qui ont bien cordialement invité Rocketman à foutre le camp de leur communauté parce que rester avec des gens qui passent leur vie à cueillir des pommes, ça fait pas trop avancer l'histoire, faut se le dire. Du coup, il se barre et tout le monde est enfin content à l'idée de se dire qu'on n'a plus de raison de suivre les pieds pourris. Mais ça, c'était sans compter sur le fait que la sorcière Slim Shady et son crew sont à la poursuite de Rocketman. Du coup, une équipe de valeureux pieds pourris décide de partir à l'aventure pour lui venir en aide. De son côté, Elrond demandait au roi des nains de lui donner du mithril, matériau qui assurerait donc la survie de son peuple, et le roi des nains, empli de bienveillance et de sagesse, a décidé de lui mettre le plus gros vent de sa life à Elrond, préférant par cette décision contribuer au génocide de tout un peuple allié plutôt que de troquer une ressource dont il n'a absolument rien à foutre. Du coup, Durin et Elrond décident de chercher eux-mêmes la caverne de mithril en loose day, mais se font gauler par le vieux, ce qui voit Elrond une invitation très courtoise à aller se faire cuire le cul chez les elfes. Et que je ne revois plus ta gueule de petit voyeur dans le coin, compris? Tandis que Durin sera dorénavant renié par son père. Ah, et puis si, accessoirement, il est question d'un Balrog qui se met quand même un peu à gueuler parce qu'on a sali sa tanière. Non mais oh. Et une fois n'est pas coutume, comme souvent dans les séries médiocres qui n'ont pas grand chose à proposer, les Anneaux de Pouvoir se proposent d'offrir un épisode qui compte bien scotcher tout le monde via la révélation que tout le monde attend, à savoir qui est Sauron. Et ce qu'on peut dire, c'est que la satisfaction est au rendez-vous, car oui, l'épisode est aussi mauvais que les autres. Ah non, mais il y a longtemps que je me suis résigné à attendre un bon truc de cette série, Au contraire, j'attendais justement une certaine continuité, et franchement, j'ai vraiment été exaucé. Alors, qui est Sauron, Est-ce que c'est Galadriel, ce qui signifierait qu'elle court après elle-même depuis le début de la série? Comment ça, vous trouvez ça con? Non mais vous avez vu les 7 épisodes précédents? Vous croyez qu'ils en seraient pas capables? Alors, est-ce que ce serait éventuellement Isildur qui est mort mais qui aurait finalement survécu et qui va devoir se couper lui-même les doigts dans quelques années pour sauter l'anneau unique de sa propre main et ainsi perdre sa propre guerre? Est-ce que c'est Rocketman? Est-ce que c'est Hadar? Ou carrément, est-ce que c'est le seigneur Halbrand, tandis que la série a tout fait pour s'assurer qu'on ne s'en doute absolument pas, si on fait abstraction des nombreux indices évidents et subtilement posés au bulldozer par les talentueux scénaristes.
Non mais parce que effectivement, plus on te dit de ne pas regarder quelque chose, plus forcément tu regardes dans cette direction. Ah, là c'est exactement ça. N'imaginez surtout pas le seigneur Halbrand comme étant le potentiel Sauron. Non, 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 ne le voyez surtout pas comme tel. Bah forcément. Hein. Bref, on commence cet épisode avec Slim Shady et sa bande qui sont arrivés à rattraper Rocketman et qui se mettent à genoux devant lui en l'appelant Sauron. Voilà, vous êtes content? Vous avez votre réponse? Non, vous y croyez pas? Bon, du coup, elle tente de lui faire prendre conscience de qui il est, sauf que le bonhomme, il se sent un peu foufou avec ses pouvoirs, donc faut un petit peu le calmer. Mais non loin, c'est la bande de pieds pourris qui accompagne Nori, qui aperçoit justement la scène, hein, et qui décide qu'il faut libérer Rocketman, qui s'était fait attacher à un arbre par les sorcières. Donc à ce moment-là, un pied pourri fait diversion grâce à la technique de la chouette en rut, ce qui a vite fait d'écarter 2 sorcières sur les 3, car bon, tout le monde sait qu'une chouette qui ulule la nuit dans les bois, c'est quand même pas commun, hein, n'est-ce pas? Ah non, mais on nous prend pas du tout pour des cons hein, dans cette série. Sauf que personne ne s'est inquiété chez les pieds pourris de savoir où est passée la 3e sorcière, à savoir Slim Shady, jusqu'au moment où un des membres des pieds pourris se rend compte que Rocketman en fait est allongé inconscient à ses pieds, alors que Nori est sur le point de le détacher 10 mètres plus loin, sur le campement des sorcières. De Rocketman. Comme c'est étrange ça, n'est-ce pas? Et on ne sait pas où est passé évidemment Slim Shady. Eh bien oui, en vérité, cette saleté de sorcière s'était déguisée en Rocketman pour tendre un piège, car évidemment, elle savait grâce à l'aptitude Patrick Jane, qui permet de connaître le scénario avant l'heure, qu'elles étaient suivies et qu'elles allaient se faire attaquer par les pieds pourris. C'est quand même bien fait, dites-moi. Hein. Du coup, ce sont les sorcières qui sont pas très contentes et qui ont bien envie de punir les pieds pourris par le pire maléfice qui soit pour eux, à savoir leur mettre un anneau gastrique. Mais heureusement, Rocketman, qui avait mis son réveil juste à temps, merci, hein, décide de venir en aide à ses amis court sur pattes et fout une rouste aux sorcières. Slim Shady décide alors d'engager une battle. Ouais mais là c'est plus façon attaque au Tahiti douche, donc la hantise de Rocketman. Mais voilà, de toute façon tu peux pas tester le flow d'Eminem, il est trop fort. Et alors qu'elle est sur le point de le fumer, Slim Shady, qui est capable pourtant de survivre aux attaques magiques, elle se fait désarmer par un jet de caillasse, donc c'est absolument extraordinaire. Du coup, elle est vénère, elle décide de se venger en voulant faire cuire les pieds pourris, ce qui ne les rendra pas plus digestes qu'ils ne l'ont déjà été durant le reste de la série. Mais bref. Et grâce au pouvoir de l'amour et de la facilité scénaristique, Rocketman retrouve ses forces et extermine les 3 sorcières en les transformant en papillons parce que vive les bébés chats! Donc voilà, des sorcières autour desquelles on a tenté de planter du putain de mystère qui disparaissent finalement aussi sec et avec le même niveau d'absurdité qui a permis de les introduire. Donc voilà, merci pour cette intrigue totalement inutile de remplissage qui visait à donner vraiment essentiellement des espérances aux spectateurs pour rien finalement. Manque de bol, le chef des pieds pourris, qui faisait partie de l'équipe, a pris une arme dans le buffet et annonce donc qu'il va mourir. Donc on se fait un dernier câlin et on fait en sorte qu'il meure hors champ, merci. Non parce que bon c'est vrai, Rocketman il est quand même capable d'user de sa magie pour guérir des arbres, ou même encore son bras lorsqu'il est blessé, mais bon, un pied pourri en train de clamser, non, désolé, peut pas. Plus tard, on retrouve nos aventuriers pieds pourris qui ont rejoint finalement le reste du village qui était resté près des pommiers, et Rocketman, qui désormais parle comme un livre, alors qu'avant ça se limitait à parler comme ça. Et donc Rocketman qui explique à Nori qu'il doit partir. Limite malsain le bordel quand même. Hein. Mais Nori, elle, en fait, elle décide de retrouver ses parents, donc parents qui, eux, ont en revanche décidé que c'est bon, t'as 18 ans ma grande, tu prends ton sac et tu te démerdes. Lui préconisant donc de partir avec le grand monsieur tout nu sous son peignoir en toile de merde. Donc oui, en gros, ils préconisent à leur propre gamine de partir avec un mec qui est un niais en merde pour aller au-devant de moult dangers. Donc sympa les parents, dites-moi. Hein. Ah non mais c'est totalement con. Hein. Bien, passons maintenant à l'intrigue suivante, à savoir celle des nains et de Durin, le déshérité. Voilà. Bien, passons maintenant à l'intrigue suivante. Quoi, comment ça? J'ai pas parlé de Durin et des nains? Mais attendez, vous croyez vraiment que j'avais quelque chose à vous raconter dessus ou quoi? Non mais, mes pauvres malheureux, je peux rien vous en dire puisque leur intrigue est passée en mode hibernatus. Donc, non mais oui, hein, rien de plus à leur sujet pour ce dernier épisode. Voilà. Bon, passons maintenant à l'intrigue de Arondir, Bronwyn et Théo, qui sont donc restés sur le camp de base, dans les terres du Sud. Voilà, merci, au revoir. Ah oui, non, mais vous voyez, ça va très vite, hein, c'est absolument génial. Bien, passons maintenant vite fait faire un tour à Numénor, où le roi est pas loin de passer l'arme à gauche dans son plumard, tandis que la fille d'Elendil, qui était en train de le dessiner, assiste justement au réveil du Seigneur des Lieux en mode pétage de plomb. Il divague complètement, il la confond avec sa fille, enfin bref, il se lève et lui explique que il faut réinstaurer les vieilles coutumes du peuple s'il tient à survivre, et donc l'invite à aller jeter un œil au palantir planqué dans sa chambre. Et puis c'est tout, hein, voilà. Hein. Mais hélas, quelques jours plus tard, le roi est mort, vive le roi, et ce sont les bateaux qui reviennent des terres du Sud qui arrivent au port, tout le monde à bord étant assez estomaqué par le fait que nombreux navires sont visiblement préparés pour un départ. Pourquoi et dans quel but? La réponse
est sûrement lié à ce que la fille d'Elendil a vu dans le Palantir, eh bien sachez que vous n'en saurez rien. Voilà. Donc vas-y, je me sers du dernier épisode de la saison pour semer des graines histoire d'appâter les pigeons en leur faisant croire que la suite s'annonce incroyable, et c'est à peu près tout ce qui se passe à Numénor. Bref, passons maintenant à l'intrigue suivante, à savoir celle d'Adar et de son peuple. Voilà, vous avez trouvé ça passionnant? Merci. Et pour finir, l'intrigue majeure, car oui, Galadriel et Halbrand arrivent au domaine des elfes, alors là, accrochez-vous. Donc là, on apprend qu'ils ont fait 6 jours de cheval non-stop, avec Halbrand qui a eu une blessure qui aurait dû normalement l'avoir tué en 3 heures, mais c'est pas grave. Du coup, Elrond est quand même content de la revoir, mais ce qui n'est pas forcément le cas du roi des elfes, qui, en plus de son charisme proche du néant, est aussi particulièrement con et à la limite de la misogynie. Dans la foulée, Halbrand pète la forme parce que il s'est fait soigner grâce à un bon gros remède elfique concocté à base d'une plante miraculeuse très répandue dans cet univers, à savoir l'incohérencia. Il décide donc d'aller visiter la forge de Celebrimbor jusqu'au moment où il est intrigué par un bout de minerai qui traîne là, à savoir le bout de mithril d'Elrond. Je veux dire, le mec, il est dans une forge avec des pierres précieuses de partout et du métal de toutes sortes, mais non, lui, il voit un bout de métal qui ressemble à n'importe quel autre, et limite ça lui file une trique d'enfer, le mec. Il n'a pas la moindre idée de son origine, ni même que le minerai en question a des vertus magiques, mais pour les besoins du scénario, on va faire comme si, en vérité, il le savait. Du coup, il en discute avec Celebrimbor, qui lui explique qu'ils ne peuvent pas en faire grand-chose puisqu'ils n'en ont pas assez de quantité, et l'autre de lui évoquer la possibilité éventuellement de l'allier à autre chose pour en accroître le volume. Et de pourquoi pas en faire autre chose, peut-être de plus petit, comme une couronne qui reposerait sur la tête d'un seul être de lumière. Ouais, on est mal barré si c'est ça. Hein. Non mais même le roi, aussi con soit-il, est assez consciencieux pour dire qu'un tel pouvoir dans les mains d'un seul homme, c'est pas le truc le plus prudent du monde. Ah non mais j'exagère à peine dans les dialogues. Hein. Donc le mec il est absolument zéro respect pour Galadriel, alors que sans elle il saurait même pas ce qui lui pend au nez avec le Mordor. Et donc le roi d'ajouter aussi que depuis la naissance du Mordor, les feuilles de son arbre tombent encore plus vite. Pourquoi? Eh bien vous n'en saurez rien puisque les scénaristes non plus, mais surtout... Ah mais oui tiens, c'est vrai que c'est pas comme si, pendant que toi tu te prélassais dans ton putain de royaume, tous ceux à qui tu t'adresses comme de la merde se sont cassés le cul à essayer de trouver une solution. Et que les mecs, ils ont peut-être une unique option à tenter, mais non, toi tu leur dis que c'est bon, stop, lâchez l'affaire, voilà. Donc effectivement, le roi des elfes avant, il était consciencieux, maintenant, il est plus du tout sciencieux, il est juste con. Mais il y en a une qui commence à se douter de quelque chose, à savoir Galadriel, qui trouve que Halbrand, il est un peu trop foufou à l'idée de travailler dans une forge et de bien s'entendre avec Celebrimbor. J'ai envie de dire, meuf, un forgeron qui entre dans une forge de dingue et qui a la possibilité de taper une bavette avec un maître en la matière, et tu trouves ça chelou? Je veux dire, si t'avais à douter d'Halbrand, t'avais déjà plein d'occasions pour ça en 7 épisodes, mais ça t'a pas effleuré l'esprit un seul instant, quoi. Du coup, elle demande à un bisu qui passait par là de trouver des infos sur le roi du Nord dans toute leur documentation. Pendant ce temps, Elrond somme le roi de leur attribuer du temps pour trouver l'alliage parfait. Bref, ça évoque l'espoir, tout ça, de là le roi accepte. Du coup, c'est parti pour tenter des expériences, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est là que le bisu revient à Galadriel avec un parchemin qu'elle décide d'aller étudier dans un jardin pour y découvrir qu'en fait, à la base, il n'y a pas de roi du Sud, parce que la lignée s'est éteinte il y a 1000 ans. Donc en gros, en 1000 ans, personne n'a cherché à consigner l'histoire du Sud dans des livres, alors que dans toutes les cités de ce putain d'univers, tout le monde a des bibliothèques de folie qui répertorient absolument toute l'histoire. Donc Halbrand, en fait, c'est un imposteur. Oh bah ça alors, mais quelle surprise! On s'en doutait pas, hein? Surtout que c'est pas comme si il avait presque passé son temps à le dire à Galadriel. Et puis alors ce contexte que ça fait 1000 ans qu'il n'y a plus de lignée, mais il n'y a absolument personne qui ne sait rien par rapport à tout ça. Moi je suis impressionné par cet état de fait. C'est comme si un jour, nous, il y a un mec qui se pointait en disant qu'il est l'héritier du dernier pharaon, alors que la dynastie égyptienne, elle s'est achevée il y a plus de 2000 ans, quoi. Du coup, Halbrand qui arrive auprès d'elle, tente de lui expliquer ce qu'elle n'a pas été foutue de voir sous son nez, alors que tout le monde s'en doutait, vu tous les indices maladroits laissés ça et là, et on découvre qu'en vrai, Halbrand c'est Sauron. Oh là 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 là! Vous savez Sauron, ce fameux colosse de 2,50 m qu'on imaginait être un putain de magicien avec une gueule qui fait peur sous son casque. Et là, c'est le beau gosse de la série, voilà, qui fait à peu près 1,80 m. Ok. Du coup, Galadriel est un peu fâchée parce que tu comprends, ceci, cela, vous m'avez un petit peu aidé, je vous ai aidé, on s'est aidé, enfin bref, voilà. Et donc Halbrand de dire, mais moi, tout ce que je voulais, c'était rester à Numénor. Alors là, typiquement, on va dire que c'est la facilité scénaristique à l'état brut pour provoquer encore plus de confusion dans la tête de Galadriel, puisque, en vrai, mec, tu voulais rester à Numénor. Mais à quel moment ça t'aurait aidé justement dans ta conquête du monde, gars?
Donc oui, encore des prétextes complètement débiles, où un mec aux ambitions de vouloir dominer le monde prétend que, en fait, non, tout ce qu'il voulait, c'était être le petit citoyen lambda d'une cité d'hommes. Du coup, Galadriel tente de le poignarder, mais Halbrand Sauron est trop fort pour elle. Du coup, il use de ses pouvoirs pour plonger Galadriel dans son esprit et la ramener au souvenir de son frère. Donc, image de son frère qui lui explique qu'en vrai, il n'est pas mort par Sauron, mais parce qu'il a voulu au contraire l'aider. Parce que tu comprends, Sauron, en vrai, elle est bienveillante, tout ça. Bref, c'est débile, mais on comprend vite qu'il s'agit d'une manipulation mentale de Sauron. Ah oui, mais ça colle pas. Ça colle pas, parce que dans ce cas, si c'est une manipulation mentale, tu nous expliques ça ? Ok, mais alors du coup, comment Sauron peut le savoir puisqu'il y était pas? Non mais en vrai, ça a aucun putain de sens vos conneries quoi. Du coup, il emmène Galadriel dans un autre endroit de sa mémoire, et justement lorsque Halbrand a rencontré Galadriel pour la première fois, à savoir sur le radeau de fortune. Où il tente de lui expliquer qu'en vrai, s'il était méchant au départ, c'est parce qu'il était prisonnier autrefois de la volonté de Morgoth et tout, mais que depuis sa mort, il a senti le vent de la liberté qui lui a donné envie de chanter fleurette et de faire de ce monde un paradis où il pousse des bisounours, et qu'il veut sauver justement cet univers, qu'il veut faire d'elle sa reine, et... Oh ouais, non mais t'en fais tellement mec que... Oh ouais, vraiment, on va y croire. D'ailleurs, Galadriel, finalement, n'est pas si con que ça, puisque, elle y croit pas du tout. Tout ça pour finir avec une séquence ridicule où ils sont sur le point de se foutre sur la tronche, mais que Galadriel se réveille finalement dans le jardin du royaume des elfes avec Elrond à ses côtés, tandis que Halbrand, lui, il s'est barré en loose dé sans que personne ne le remarque. Merci. Et là, sentant le mal venir, elle préconise à Celebrimbor le truc le plus con de l'univers. Ok, alors je t'explique. L'équilibre, ça s'appuie sur la parité. Depuis quand 3, c'est un nombre pair? Non mais, je veux dire, c'est le b.a.-ba quoi. Depuis quand 2 contre 1, c'est un équilibre? Imagine le 3e, c'est un juge français. Ton équilibre, tu peux te le carrer dans le... Enfin, tu peux t'asseoir dessus quoi. Et Galadriel de rajouter que les 3 objets devront uniquement appartenir aux elfes. Ah mais oui, tu parles, 3 objets de pouvoir dans le même camp, ça devrait vachement équilibrer la balance. Ah non mais... Bref, on essaie encore et toujours de trouver une association parfaite pour assurer l'alliage du mithril. Finalement, c'est le poignard du frère de Galadriel qui est choisi. Donc la fusion marche, comme par hasard, et on peut enfin confectionner les 3 anneaux de la bêtise à partir du même alliage, mais qui bizarrement n'est pas de la même couleur selon la bague. Non mais... Vraiment... Et tandis que chez les elfes on s'extadie devant les nouveaux bijoux qui devraient sauver le monde, on sait pas comment, mais on s'en fout, et bien c'est Halbrand qui arrive au Mordor après quelques heures de marche, alors qu'en vrai le trajet ça représente 7 jours à cheval. Merci. Ah et pour finir, parce que oui, nous avons été teasés dans l'épisode précédent par le réveil du Balrog, eh bien sachez qu'il est retourné se coucher. Voilà. Donc c'était du bon teasing bien inutile, au même titre que le trailer de cet épisode d'ailleurs montrait un gros plan de Sauron en armure au milieu de son armée, mais qui en fait était juste un plan plus serré du premier épisode, et qu'en vrai vous en verrez absolument que dalle. Ah mon dieu. Non mais cet épisode, quelle extase quoi. C'était tellement incroyable. Non mais plus sérieusement, vous vous rendez compte quand même que les droits d'exploitation majeurs de l'œuvre de Tolkien ont été mis en vente il y a peu. Je peux vous dire que c'était quand même plaisant de savoir que Amazon n'a pas fait le poids dans la balance, parce que si c'était pour réadapter finalement le Hobbit ou encore le Seigneur des Anneaux à cette image après les 5 saisons de la série, j'ose pas imaginer la boucherie, franchement. Bref, voilà, donc on a fait le tour de cette saison, c'était absolument une catastrophe, alors c'était joli, un bel emballage bien doré, mais avec que de la merde à l'intérieur. Bref, on va pas continuer à s'étendre, on a suffisamment débattu là-dessus. On se donne rendez-vous en tout cas pour cette série dans 2 ans, mais d'ici là, on continuera à traiter de films et de séries de qualité, mais aussi de trucs douteux, comme cette horreur de chez Amazon. Donc pensez à me suivre en vous abonnant à la chaîne et surtout likez et partagez en masse. D'ailleurs, sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur Twitter. Alors, bien sûr, je ne partirai pas sans vous donner la réponse au jeu de la réplique, c'était sur la review de Hellraiser, il fallait trouver, et effectivement, L'Enfer du Dimanche, un des meilleurs films de sport réalisé par Oliver Stone, est sorti en 1999, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Bye bye.